En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast numéro 209, le podcast de Ferrari, que c'est le mien à moi, et tu touches pas. Excuse-moi, je suis en train de boire à la bouteille comme un gros dégueulasse en même temps. La question du jour par Alexandre Plot, encore une fois. Ouais, parce qu'il pose une très bonne question, Alexandre, donc je l'auto-sélectionne, puisque c'est moi qui décide. Stratégie de chaussures sur Ultra Trail. Ouais. C'est stratégie de changement de chaussures. Voilà, ça commence bien. J'ai déjà oublié un mot. Oui, parce que si tu veux, le changement de chaussures sur trail court, c'est assez idiot. Donc on va pas en parler, parce qu'on va pas parler d'un truc idiot. Mais sur Ultra Trail, ça prend tout son sens, parce que... et là, je vais faire plaisir à beaucoup de gens. En fait, je vais vous dire qu'un ultra trail ça démarre à 80 km, donc là vous serez tous très heureux, parce que vous allez le voir dans les petits exemples que je prends. Déjà au bout de quelques heures, en fait, on a le besoin de changer de chaussures. Alors vous aurez toujours une forte tête qui va vous dire que non, que j'invente les choses et que lui il se sent très bien dans sa chaussure. Et puis en fait, la forte tête, quand on regarde ses résultats, une fois sur deux, il abandonne, il a des ampoules, il a ceci, il a cela. Mais évidemment, quand il a un problème, il oublie de communiquer sur le problème. Et du coup, quand vous regardez sa communication, elle est uniquement positive parce qu'il parle uniquement des choses positives et pas des choses négatives. Donc ça s'appelle un biais et ces gens-là sont pénibles. Et aujourd'hui, on va voir donc pourquoi c'est quand même vachement bien de changer de chaussures au milieu ou au tiers ou 2/3 d'un ultra. Voilà. J'ai une soif terrible. Je rentre du vélo, évidemment il faisait chaud. Évidemment comme à chaque fois, je ne suis pas parti tôt, parce que je suis un gros feignant. Et du coup, j'ai eu très très chaud. Voilà. On commence par l'introduction pour remercier les nouveaux patriotes. Alors, il y en a qui partent, mais il y en a aussi qui arrivent. Comme Gérard Dava, Jules Sharp, Antoine Kleiner, Vincent Buton. On aurait presque pu faire Bouton. Axel Basile et Kevin Binda. Voilà pour les six nouvelles têtes dans le troupeau, dans le troupeau des patriotes. D'ailleurs, j'ai publié aujourd'hui Amis Patriotes sur le forum. Allez-y sur ce forum, nom de Dieu. J'ai mis un petit lien Excel sur Google Drive pour le week-end Patreon de fin d'année. Comme vous vous en rappelez, l'an passé, on était allé à Ibiza pour sniffer de la coke dans l'arrêt des putes, mais cette année, on va faire autre chose. Non, cette année, on va refaire du sport. Voilà, donc je fais des propositions. Nous n'allons pas aller à Ibiza, bien sûr, nous n'y sommes pas allés. J'ai refait des propositions, donc c'est sur le forum, dans la rubrique rassemblement. Bah oui, c'est un rassemblement. Oui, c'est bien rangé, on dirait qu'on est en Suisse. Sur le Patreon, toi qui n'es pas patriote, et oui, c'est mal, là, tu refuses de payer la taxe ducale, c'est très très mal, ça, j'espère que tu as honte. Sur le Patreon, qu'est-ce qu'on a, en fait, peut-être pour t'allécher un petit peu.
La semaine dernière, j'ai mis mon retour de course du dernier survivant, qui était relativement bien détaillé parce qu'il y avait entre 15 et 20 pages PDF. Je sais plus parce que j'avais pas mis les photos au début quand j'avais compté, donc peut-être ça fait 20 pages avec les photos. Donc ouais, comme tu peux l'entendre, il était bien détaillé ce retour. Euh, et puis cette semaine, en fait, je vais mettre mon protocole pour la cheville parce que la cheville, si tu veux, j'ai jamais été embêté. Et en 2018, je mets le pied dans un trou alors que je fais une randonnée en voulant laisser passer une bonne femme, donc comme quoi, hein, les femmes, c'est quand même elles les sources de tous nos problèmes. Regardez, je croise une femme, je me tords la cheville, c'est incroyable. Coïncidence, je ne pense pas. Et je m'étais déchiré 2 ligaments, et évidemment, en se déchirant, avant de se déchirer, tu penses bien, ils ont arraché l'os sur lequel ils s'étaient fixés, et donc on a appelé ça un arrachement osseux, ça faisait très très mal. Euh, Évidemment, vu que je suis une burne, je me la suis retordue 3 mois après, donc je vous passe les détails, ça faisait extrêmement mal. Et en 2020, j'ai refait une grosse entorse, toujours sur cette même cheville, mais sur le troisième ligament, celui qui n'avait pas été touché, tu vois, ça y est, voilà, il est touché. Donc en 2020, ça a été très galère. Parce qu'on était dans le confinement, donc je n'avais pas pu me soigner correctement. Et du coup, j'avais fait 1 mois et demi sans courir, alors que normalement, une entorse, c'est quand même moins d'une semaine hein, avant de recourir. Sauf si vous la soignez mal. Et c'est pour ça que sur Patreon, vendredi, vous aurez mon protocole de soins pour recourir au bout d'une semaine. Et oui. Alors, ça ne marchera pas forcément dans tous les cas. Et il faut aussi accepter de recourir avec une certaine douleur. Enfin bon, bref, vous verrez ça sur Patreon. Et est à venir aussi un nouvel article sur la préparation mentale qu'on a laissé un petit peu de côté. Moi, j'y suis allé sur le terrain hein, pendant le dernier survivant, version Neuchâtel, version Valais. Et là, on a fait de la prépa mentale, c'est à l'ancienne, quoi, un peu Rambo-esque, tu vois. Donc, un nouvel article arrivera d'ici peu. Les habits que je vends sur mon site l'entreduduc.fr, j'ai réévalué le prix des bonnets, qui était, c'est vrai, un peu excessif. Mais en même temps, les gars, là, je vous vends quand même un bonnet en mérinos qui est fait made in Europe, ce qui est relativement rare tout de même. Donc forcément, il est plus cher, tu vois. Et encore, c'est pas non plus ouf, quoi. J'attends des devis à propos de ces choses-là. J'attends des devis pour les t-shirts pour la Nivolet Revard. Il y a 3 options. Option 1, j'en fais pas, hein, c'est radical, mais ça marche. Évidemment, vous aurez un autre cadeau à la place. Option 2, je fais du Made in France, mais j'attends de recevoir le devis, à mon avis, je peux me gratter. Et option 3, je fais du Made in Europe, avec Brubeck. Et ça peut passer. Il faut qu'on revoie, mais ça peut passer. Mais bon, les mecs, ils en ont rien à foutre. Alors, je sais pas si je dois donner de la confiture au cochon. Allez, petite news niveau running et niveau speaker. Niveau running, je me suis tordu la cheville, donc bon, c'est pas violent, mais évidemment, je ne vais pas aller courir dans le Beaujolais ce samedi. Je voulais profiter de ce joli samedi ensoleillé pour non pas faire un malaise, mais pour faire une course, afin de me péter les cuisseaux une dernière fois avant le trail du Saint-Jacques. Alors du coup, toute mon approche du Saint-Jacques est revisitée. Ce bloc AS-3 va être énormément de vélo et de pliométrie. Et en fait, derrière, on va faire des espèces de footing longs. Donc ça va être assez particulier. Et au niveau du micro, du travail de speaker que j'effectue le week-end, je retourne en Haute-Savoie. Donc samedi dernier, j'y étais pour la Vertitrail du Môle. Et cette semaine, ce dimanche, j'y serai pour l'Ultra Tour du Môle. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc assez barbare qui fait 35 km. Là vous allez me dire, mais Hugo, 35 km c'est barbare. Non mais attends, t'étais avec Casimir cet après-midi, qu'est-ce qui se passe? Non, ça fait 35 km et ça fait 3200 mètres de dénivelé. Donc ils ont fait un truc, c'est que le plat est totalement absent et vous vous démerdez.
sachez que ça s'est quand même gagné en 4 heures en 2019. En 4h01 si tu veux chipoter, mais tout de même. Donc, animation intéressante ce week-end. Je serai au milieu de plusieurs escalopes démembrées. Alors, on y va pour le podcast. Ça va, t'as supporté l'introduction là? T'es pas mort? Ça fait que 9 minutes, c'est bon. Donc, stratégie de changement de chaussures sur Ultra Trail. Évidemment, vu que dans la question il y a le mot changement, tu te doutes bien qu'à un moment donné on va changer de chaussures. Alors, je vais d'abord m'appuyer sur 1, 2, 3, 4 exemples. Pour ensuite te proposer ma théorie. Ou alors je te propose tout de suite ma théorie. Ouais, je commence par la théorie. Donc ma théorie, c'est qu'au début d'une course, on suppose que tu arrives plus ou moins en forme. Voilà, il n'y a pas de souci particulier, tu t'es bien entraîné, t'as pas de bobo, t'as le smile et tu vas prendre le départ. Ok. Quand le départ est donné, tu pars, tu trottines et tout va bien, tu vois, tu voltiges et tout. Et en fait, pour pas faire un départ trop rapide, t'es même obligé de regarder ta montre, de regarder des temps de passage à des moments un peu cruciaux. Parce que en fait, t'es tellement frétillant, t'es tellement juteux, parce que quand t'arrives sur une course d'ultra trail, normalement c'est un objectif, sauf si t'es un gros malade, et du coup, tu t'es beaucoup entraîné en amont, tu t'es reposé, et là, peut-être, t'as qu'une envie, c'est courir, quoi. Donc ça y est, on lâche la bête, et ça voltige dans tous les sens, et machin, et truc, et bidule, parce que ton énergie élastique, elle est normalement au top du top, là, au sommet. Tu vois, tes tendons et tout, ils sont élastiques, ils rebondissent, ils jouent leur rôle à 100%. Ça, c'est au départ. Et en fait, au fur et à mesure du temps, les tendons, ils se raidissent, ils sont de moins en moins élastiques. Et puis les muscles, ils sont de plus en plus crispés, tu vois. Parce qu'au bout de 3 heures, tu commences à pas avoir assez bu si t'as pas fait attention. Parce qu'en fait, il y a une fatigue qui s'installe. Parce que courir plus de 3 heures, t'as beau faire tout ce que tu veux, c'est fatigant. Parce que tu commences à rater un repas, parce que tu commences à entrer dans la nuit, tout ça. Et du coup, en fait, il y a une fatigue qui s'installe. Cette fatigue, progressivement, non seulement elle va fatiguer un peu ta tête, tu vois, des fois, mais tes tendons, en fait, ils se raidissent petit à petit. S'il fait très chaud ou très froid, évidemment, les phénomènes sont amplifiés. Et quand tu arrives au bout de 6-8 heures d'effort, si tu cours un peu sur le plat, en fait, tu remarques, même si tu as bien géré le parcours jusque-là, tu remarques que tu n'as pas du tout la même foulée qu'au départ. Et tu te dis, c'est bizarre, parce que je suis pas allé vite, j'ai bien bu, j'ai bien mangé. Ouais, mais ça fait 6 heures que t'es dehors, et ça fatigue. Faites un test. Vous ne faites pas une sortie course à pied, vous faites une marche. Vous levez le matin, vous prenez un petit déjeuner, et sur les coups de 9 heures, vous allez marcher, vous revenez vers 15-16 heures, 17 heures, vous faites un petit goûter, puis en fait, vous allez voir dans la soirée, tiens, j'ai le genou qui me tire, tiens, j'ai le talon d'Achille qui me tire, et le lendemain, vous allez vous lever, vous aurez même un peu de courbature. Parce que même marcher, c'est fatigant, en fait, ça vous tire dessus. Donc vous comprenez bien que passer les 6-8 heures de course, vous êtes un peu abîmé, même si énergétiquement ça va, tout ça, là. En fait, la carrosserie commence à s'effriter un petit peu, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ces chaussures un peu fines, un peu précises, parce que on est tellement excité qu'en descente, on aurait vite fait une connerie, donc il nous faut une chaussure un peu fine, un peu précise pour bien descendre, tout ça. Et puis aussi, vu qu'on est en forme, en fait, on en profite pour courir avec une chaussure un peu légère, parce que le poids sur les chaussures, c'est le plus important. Sauf chez 80% des coureurs qui, eux, sont trop gras, en fait. Donc, eux, déjà, il faut qu'ils arrêtent de manger du saucisson tous les soirs, et ils perdront 5 kilos et tout ira mieux. Mais pour ceux qui font un temps soit peu à leur hygiène corporelle, le poids des chaussures est quand même relativement impactant. Plutôt que se tripoter sur le sac Salomon qui fait 150 grammes et le sac Quechua ou Kalenji qui en fait 180, il vaut mieux bien choisir sa paire de chaussures. C'est complètement différent en termes de mécanique. Donc bref, vous arrivez au bout de 6-8 heures de course, et puis vous changez, vous prenez un modèle avec un peu plus d'amorti,
Et puis pareil, une fois que la nuit est passée, que vous êtes vraiment rincé, cuit complet, le seul moyen pour mieux descendre, donc pour continuer à descendre correctement, là, c'est de mettre un modèle vraiment maximaliste, donc qui nous a été beaucoup amené par Oka. J'ai l'impression que quelqu'un crie chez moi. Non? Bon, on s'en fout. Et chez Altra, bah, vous avez un peu le pendant de Oka avec la chaussure Olympus. D'ailleurs, Oka avait fait un petit procès, je crois, à Altra, pour, non pas le plaisir, mais pour leur signaler que leur Olympus ressemblait dangereusement à certains modèles Oka. Je n'ai pas eu connaissance de la suite de cette aventure, mais les Olympus étant toujours en vente, j'imagine qu'on a encore occupé un juge pour pas grand-chose. Donc voilà la stratégie. En gros, tu pars sur une chaussure fine, bon, pas trop fine non plus, hein. Si tu pars en sandales, ça va taper un peu. Oui, il y en a qui le font, mais on s'en fout. On s'en fout de un mec pour 10 000 qui réussit, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un truc simple et efficace. Donc tu pars sur une chaussure un petit peu fine, un petit peu précise. Voilà, une chaussure que tu aurais mis sur un maratrail, sur un 50 bornes. Au bout d'un moment, tu passes sur un truc un poil plus confortable. Et à la fin, bah là, t'hésites pas, hein, tu mets le gros sabot, quoi. Le but étant de talonner un maximum en descente pour aller le plus vite possible. Parce que quand tu fais ton ultra trail, en fait, t'es pas dans une optique santé, hein. Ça, oublie ça tout de suite, hein. Tu peux être dans une optique santé à l'entraînement, pas de problème. Tu mets des petites chaussures pour que les pieds ils sentent bien le sol, etc., etc., sur les séances de 1h, 1h30, tout ça. Les sorties longues, tu mets des chaussures pas non plus trop grosses, etc. Mais le jour de la course, en fait, si pour descendre il faut une grosse chaussure, pour descendre plus vite, bah mets-la. Il n'y a pas de médaille à celui qui arrive en sandales, hein. Bon, à la limite, hein, on le félicite parce que c'est rigolo. Si tu veux, c'est un peu comme le montreur d'ours. Quand il montre l'ours, on applaudit. Bon bah là c'est pareil, il y a un mec qui franchit la ligne d'arrivée pieds nus, ça nous fait rigoler, tu vois, on est au cirque là. Mais en fait il gagne pas. Donc bon. Alors mes trois exemples, on va prendre bien sûr le plus classe en premier, l'UTMB 2021, mais aussi 2019, où j'avais fait exactement la même stratégie. C'est-à-dire que je pars avec la chaussure Lone Peak, qui est une chaussure que vous devriez tous acheter, puisque Altra est mon sponsor, et si vous en achetez beaucoup, Altra va être content, il va me donner de l'argent. Non, je plaisante. Qui est une chaussure un petit peu, voilà, moyen, quoi. Il y a un peu de tout. Pourquoi quand je tape Lone Peak, je tombe pas sur le site Altra, putain. Ah, ça y est, quand même. Voilà, elle est idéale pour les 50 bornes, je pense. Voire même un peu plus, tu vois, jusqu'à 80. Et cette petite Lone Peak... Oh, les cookies, là! Elle a une semelle... Bah... Elle est où la taille de la semelle? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah! 25 mm. Voilà. Donc la Lone Peak, 25 mm. Donc moi je pars avec la Lone Peak, je vais jusqu'à Courmayeur avec. Et à Courmayeur j'y arrive en 9h et des brouettes. À Courmayeur, le problème de l'UTMB, c'est que tu peux pas changer souvent de chaussures. Tu peux changer que quand ton assistance. Tu peux changer que quand t'as ton assistance ou ton sac coureur. Donc ton sac coureur, tu l'as à Courmayeur. Bon, moi j'ai aussi mon assistance. Encore une fois, pas de jalousie, hein, c'est juste des parents, c'est juste des amis, c'est juste de la famille, hein, calme-toi, normalement tout le monde en a. J'arrive à Courmayeur et là, ben, je change de chaussures, donc j'enlève mes Lone Peak. Et immédiatement, je pars avec les Olympus. Parce que à l'époque, en 2021, en 2019, les Timp ne m'allaient pas, c'était les Timp 1,5 ou 2, là, et mon gros orteil touchait. Et les Timp 3, l'an passé, bah, il y avait un souci, c'est que mon talon se décollait. Par contre, cette année, les Timp 4 sont vraiment mon coup de cœur de l'année. D'ailleurs, j'ai vraiment grande tendance à délaisser les Lone Peak pour mettre les Timp. Voilà. Donc, les Timp, juste pour te donner une idée de la hauteur de semelle. Alors, 29 mm, donc il y a un peu plus que la Lone Peak. Mais bref, à Courmayeur, je mets la Olympus. La Olympus, c'est gros, hein, 33 mm la semelle. Donc on passe de 25 à 33 mm.
on rajoute quasiment 1 centimètre. Imaginez ça sur votre pénis. On rajoute quasiment 1 centimètre, et du coup, pourquoi je mets les Olympus à Courmayeur? Parce que Courmayeur, je monte au refuge Berton, donc là, les Olympus n'ont aucun intérêt. À la limite du refuge Berton à Arnouva, c'est un peu plat et tout, donc les Olympus, c'est pas mal, ça me relance. Parce qu'à ce moment-là, tu vois, au bout de 11 heures de course, t'as plus envie de courir sur le plat. Mais c'est pas optimal, et je pense que les teams seraient mieux pour ce moment-là. Monter de Arnouva au Grand Col Ferret, bah là encore une fois, ça n'a aucun intérêt. Mais là, regardez-moi ce profil UTMB. Vous arrivez en haut du Grand Col Ferret, vous avez 10 km de descente, et après vous avez 10 km de faux plat descendant jusqu'à Pratfort, et à Pratfort vous remontez à Champey. Et là, la Olympus, mon pauvre, c'est pas compliqué du Grand Col Ferret à la Foulie, je crois que c'est ça le point de passage. François Den, il met 1h01, j'ai mis 1h03. Et à aucun moment, je me suis dit que j'avais forcé, tu vois. Parce que j'ai une chaussure avec un amorti de gros cochon, parce que je descends en talonnant comme un sanglier, et du coup, je vais très vite sans m'en rendre compte, parce que, en fait, la semelle de la Olympus gomme toute ma fatigue. Alors, c'est mal, et il faut pas le faire à l'entraînement. Mais en course, tous les coups sont permis, du moment qu'on respecte le règlement. Parce que sinon, Gonzalo Calisto qui prend le PO pour faire 5ème, on l'aurait laissé 5ème. Là, on l'a viré. On l'a viré, mais il revient, la bête s'acharne, hein. Bref. Donc voilà ma stratégie. Et en 2018, j'étais parti avec des supérieurs. Alors, c'est pas les supérieurs de maintenant, c'est des supérieurs qui ressemblaient aux Lone Peak de maintenant. Et en fait, j'avais changé à Champey pour d'autres supérieurs. Donc bon, en 2018, j'avais vraiment fait du caca. À l'UTMB, c'était pas terrible, d'ailleurs le résultat parle de lui-même. Voilà. Deuxième exemple, le dernier survivant, à Neuchâtel, fin mars, chez la haute bourgeoisie suisse. On n'est pas à Zurich, mais presque. Neuchâtel, fin mars, Qu'est-ce qu'il a, lui? Je pars en Lone Peak, parce que le parcours est très très montagneux. Et en fait, au bout de... Non, attends. Au bout de 7 heures de course, sur les 12 heures qui y comptaient, au bout de 7 heures de course, je mets les Olympus. Et là, tu vois, les Lone Peak, je commençais à moins bien descendre et tout. Je commençais... ça tapait, je me sentais pas bien. Je mets les Olympus, je te mens pas, descendre d'après, je refais mes meilleurs temps comme au début. Et surtout qu'à ce moment-là, en fait, dans la deuxième partie de course du dernier survivant, t'arrives plus à monter correctement, du coup pour respecter le temps autour, t'es obligé de descendre vite. Donc là, les Olympus m'ont aidé parce que sur les parties roulantes, je pouvais dérouler en aplatissant le talon, vraiment en lançant ma foulée n'importe comment, mais pour gagner du temps. Et ça m'a vraiment aidé. Là, le dernier survivant version Valais, mon troisième exemple, c'est pareil, je pars. Alors là, c'était un peu roulant. Du coup, je me suis dit, attends, mon petit Hugo, vu que c'est un peu plus roulant qu'à Neuchâtel, tu vas mettre les Timp dès le départ. Et quand t'as un petit peu mal aux jambes, tu mets l'Olympus. J'ai mis les Timp, et c'est vrai qu'au bout de 3-4 heures, en descente, il y avait une petite portion de route. Putain, ça commençait à taper un peu dans les tibias et tout, je me sentais pas bien. Et du coup, j'ai changé de chaussures plus tôt. J'ai mis l'Olympus au bout de 5h30 au lieu de 7h. Et là, c'est pareil, j'ai retrouvé une aisance en descente. Enfin, c'était incroyable, quoi. C'était le bonheur, c'était le jour et la nuit. Donc, je ne regrette absolument pas ce choix. Je vais vous donner un quatrième exemple de cette année, c'est la Trans-Gran Canaria. Donc, Trans-Gran Canaria, je pars relativement cool. Je suis parti... Qu'est-ce que j'avais comme chaussures? J'avais des Lone Peak. Et au kilomètre... Alors là, malheureusement, je les ai changés. Non, je les ai changés au bon moment, mais j'ai pas mangé au bon moment. Ouais, c'était ça l'erreur, aux Canaries. À Garadon, kilomètre 80, donc on est aux 2 tiers de course, en gros. Kilomètre 85. Garanon, t'es au sommet, t'es à 1500 mètres, et après tu vas faire que descendre, tu vois.
Enfin, t'as quelques remontées, mais c'est vraiment à coup de 100 mètres ou 200 mètres de dénivelé, c'est très léger. En gros, quand t'es à Garanon, c'est parti, tu fais que descendre. Là, j'enlève les Lone Peak et je mets les Olympus. Et là, la section Garanon-Tunte, donc il n'y a que de la descente, un petit peu de remontée vers le Roque Nublo, mais vu qu'on n'a pas fait le Roque Nublo, on a dû monter 250 mètres, pas plus. Je te mens pas, j'ai le quatrième temps. Non, j'ai le troisième temps. Devant moi, il n'y a que Pablo Villa et Pau Capel. Et grâce à mes chaussures, à mes Olympus, parce que moi, physiquement, je venais de me remettre d'un coup de froid, je venais de me remettre d'une hypo, si tu veux, j'étais pas ouf, quoi, j'étais pas au summum de la confiance. Et grâce à mes Olympus, je suis super bien descendu. Il y a énormément de cailloux, surtout sur la deuxième partie de cette descente, du parking du Roque Nublo. Non, après, on remonte sur les crêtes. Du haut des crêtes jusqu'à Tunte, là, c'est un petit sentier. Alors, c'est très beau, c'est très joli, c'est typique, c'est tout ce que tu veux. Mais il y a plein de cailloux, tu sais, c'est tous les cailloux ronds un peu en galet, là, qui mettent partout. Et ça fait mal aux jambes. Et là, avec les Olympus, putain, je sentais rien. Je sentais rien, je te jure. Donc je suis descendu hyper vite, je redouble ceux du marathon qui avaient commencé à me doubler. Le truc, les mecs, tu sais, ils t'ont doublé en montée. T'avançais pas un cachou, un caramel. Et là, dans la descente, t'es là en train de faire pardon, pardon, pardon. Après, je disais pardon, pardon, pardon. Puis bon, après, je disais rien, ils étaient tellement teubés. Mais voilà. Troisième meilleur temps, donc Baptiste Chassagne relégué 3-4 minutes derrière. Et voilà, des trucs comme ça, quoi. Alors qu'à la fin, je finis 11ème. Et là, sur cette section, c'est vraiment de la descente. Parce qu'après, de Tunte, bon, il y a un peu de plat, il y a une remontée. Et après, on redescend à Yagoures, mais c'est pas exceptionnel. Et puis, j'ai fait aussi mon meilleur finish. Alors, ok, j'étais parti plus doucement. Ok, il y a d'autres raisons. Mais néanmoins, j'étais tellement bien avec mon Olympus, là, à la fin. Pour moi, c'est ça. À la moitié ou aux deux tiers, quand tu mets une chaussure maximaliste, en fait, tu gommes la fatigue de ton pied artificiellement. Bah après, on pourrait dire, voilà, c'est de la triche, vous n'avez pas le droit. Vous prenez le départ avec une paire de chaussures, puis vous allez jusqu'à vous allez à l'arrivée avec la même paire. Si tu veux, c'est le même débat que les bâtons. Moi, si tu m'interdis les bâtons, ça va pas me gêner. Je vais faire la même course, vu que mes adversaires, ils auront les bâtons qui seront interdits aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de débat là-dessus. C'est autorisé, on le fait. C'est pas autorisé, on le fait pas. Voilà. Voilà mon point de vue sur les chaussures. Et ceux qui l'ont jamais fait, hein, sur des 80 bornes. Là, il y a la Maxi Race dans 10 jours. Essayez. Vous arrivez, le mieux, c'est quoi? C'est Doussard. Je sais pas si le ravito est à Doussard. Parce que je crois qu'ils avaient un problème de sol. Faudra que je regarde, je la préparerai la semaine prochaine. Essayez. Vous arrivez à la mi-course, vous mettez une grosse paire de chaussures. Ou ah non, vous avez le droit de vous ravitailler que à Doussard et après c'est à Menton, donc ça marche pas. Ouais, non. Si vous voulez mettre une grosse paire de chaussures à la Maxi Race, faut la mettre à Doussard. Voilà. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et je voulais vous dire aussi, il y a beaucoup de podcasts qui fleurissent maintenant en ce moment. Et c'est très bien, il y en a qui sont très agréables. Puis il y en a d'autres que je trouve nuls, mais bon, c'est mon avis. Donc, si vous appréciez le mien, pensez à le partager. En fait, j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu racoleur, tu vois. Mais sinon, il est noyé dans la masse. Et en fait, je m'aperçois que bah il y a des gens qui m'écoutent depuis. C'était janvier 2018 le premier. Puis il y en a qui sont arrivés en cours de route et qui sont restés. Mais il n'y a pas trop de nouveaux, tu vois. Il n'y a pas trop de nouveaux. Et voilà, bah du coup c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui seraient aidés par des petits conseils comme ça. Même si la moitié du temps ça doit leur servir à rien, si l'autre moitié du temps ça leur sert à quelque chose, c'est déjà très bien. Donc voilà, si vous avez apprécié l'épisode, partagez l'épisode, parce que j'imagine que le podcast en entier, il y a pas mal de fois où vous n'êtes pas d'accord avec moi, et c'est très très bien comme ça. Si on est tous d'accord, le monde il pue la merde, hein, donc c'est très bien qu'on soit pas d'accord. Vous me le partagez, voilà, puis ça ira bien comme ça. Allez, je vous laisse là-dessus, sur ce petit mot de la fin, et on se retrouve la semaine prochaine pour la question numéro 210. N'hésitez pas à m'en envoyer. Mon adresse mail, hugoferrari20. Non, merde, j'ai fait un dossier sur hugo.ferrari@laposte.net. Ouais, après c'est le bordel. Allez, salut.
Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.